Je suis un peu ému. Merci beaucoup, Pascal, Madame la Présidente, Olivier Angelard, d'avoir organisé cette rencontre. Elle me touche particulièrement parce que bon, c'est un immense plaisir de faire cette causerie avec mon ami Jean-Michel, mais ça m'a été aussi imposé par la condition de ma vision, fait en sorte que je ne peux à peu près plus lire, donc je ne pouvais pas faire vraiment de conférence. Et cette intervention doit sûrement, je crois, être la dernière de ma carrière. Et c'est pas triste, hein? Ça me permet de terminer ma carrière au cœur du pays, je pense, de mon plus beau projet de recherche qui a été l'étude du Picard. Beau projet de recherche parce que c'est une question extrêmement complexe au plan historique. Et donc, je suis heureux de vous offrir encore quelques réflexions sur le Picard à l'aide et avec le soutien des questions de Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci Serge. Effectivement, ça fait un moment que j'avais envie de poser des questions à Serge Lusignan. Ça fait un bon moment même, parce qu'il y a un livre que Anne Tiberghien n'a pas cité et qui a été particulièrement important pour moi. En fait, il y a 3 volumes qu'il faudrait qu'on montre ici, mais le premier, on ne l'a pas apporté. Ça s'appelle « Parler vulgairement ». Et parler vulgairement, les intellectuels et la langue française dans la même période qui va nous occuper aujourd'hui. Autrement dit, la langue française avant que la langue française, que l'expression langue française existe. Parce qu'il y a un moment où on n'en parlait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, bien entendu. Les noms des langues changent, les langues changent, la place des langues change dans les sociétés, et c'est pour ça que nous sommes particulièrement intéressés à essayer de comprendre le passé, parce que ça continue à bouger en particulier. La première question que j'aurais envie de poser est celle-ci. Comment est-ce que tu en es venu à donner une place si importante dans ton travail au Picard? Comment es-tu venu au Picard? Bon, pardon. Alors, j'y suis venu en fait en préparant la langue des rois. Donc, c'est un travail que j'ai fait à la fin des années 90. Et dans la langue des rois, je reprenais des hypothèses qui existaient déjà, que l'utilisation d'un état de langue et là, je veux bien préciser l'utilisation écrite d'un état de langue. Je crois que ça reviendra souvent dans mon propos, qu'il faut bien distinguer l'oral de l'écrit, et que ce qu'on connaît surtout bien pour le Moyen-Âge, c'est l'écrit, et qu'il y a sans doute des distances très importantes entre la langue parlée et la langue écrite. Donc, dans ce livre, j'avais exploré une hypothèse qui existait déjà, qui est l'importance de l'utilisation de la langue vernaculaire par les grandes administrations royales, qui a contribué énormément à la diffusion d'une norme de l'écrit et à la diffusion de la langue écrite. Parce que jusqu'à la fin, même jusqu'au milieu du XIIIe siècle, la grande langue administrative d'Occident et de l'Église et des pouvoirs laïcs était le latin. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ce passage par les grandes administrations royales du latin au français. Mais en même temps, le roi de France et le roi d'Angleterre avaient chacun leur français. Le français des rois de France, c'est ce je vais continuer d'appeler le français central ou français parisien, qui est vraiment l'ancêtre direct du français tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Et les Anglais, à cause de la conquête par Guillaume de Normandie, avaient développé aussi une forme du français qu'on appelle l'anglo-normand,
et qui est aussi, comme le picard, une très grande langue littéraire, et qui s'est maintenue, et là c'est un phénomène absolument fascinant, qui s'est maintenu comme langue seconde d'écriture sans qu'il n'existe de locuteur naturel de cette langue. C'est une langue apprise comme on apprenait le latin, on apprenait l'anglo-normand, mais ces deux langues ont bien été, leur diffusion a bien été portée par le pouvoir royal, et mentionnons pourquoi ça me fascinait autant, c'est que, en particulier l'anglo-normand, on a écrit en anglo-normand partout où le roi d'Angleterre dominait, c'est-à-dire qu'on a des textes écrits en anglo-normand à Bordeaux, ou j'ai un bel exemple à Agen, dans le Lot-et-Garonne, qui sont écrits, mais vraiment dans le même français qu'à Londres. Mais j'avais commencé à voir, à cause des échanges, j'ai toujours été très sensible à qui écrivait, mais qui recevait les documents, et ça m'avait amené, évidemment, à croiser déjà le domaine picard, parce que c'est tout de même une très grande région au plan économique à la période médiévale. Il y avait beaucoup de contacts entre Paris et le domaine, je dirais, le domaine linguistique picard, et je voyais bien qu'il y avait aussi une persistance aussi forte du picard. À la fois comme langue littéraire, il faut voir que si on arrête l'histoire en 1300 et qu'on regarde les manuscrits littéraires qu'il nous reste, et ça se compte par centaines et peut-être 1 million ou 2, il faut bien voir que, en gros, le tiers sont en anglo-normand, un autre tiers en picard, et un autre tiers dans les différents français, y compris le français parisien. Le français parisien n'est pas une langue très importante au XIIIe siècle. Le picard et l'anglo-normand sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et je me posais la question, mais comment se fait-il? Et puis ensuite, je voyais bien au plan administratif qu'on avait beaucoup de documents picards au XIVe. Donc la question que je me posais, c'est comment se fait-il que cette forme du français n'est pas soutenue par un pouvoir centralisateur fort, mais survit très bien à l'expansion du français parisien, parce qu'à l'arrière-fond, il y a ce phénomène historique qu'à partir des années 1300-1320, le français central, le français parisien et son modèle d'écriture commence à se diffuser un peu partout en France, et à la fin du XIVe, je dirais, le mouvement est presque terminé. Peu importe que le document vienne du centre, de la France, de l'Est ou de l'Ouest, et bien sûr en se rappelant que la Lorraine ne fait pas partie de la France à cette époque-là, les documents sont écrits en français parisien, sauf, si je peux dire, comme je dirais chez nous, il y a une région qui avait la tête dure, c'était les régions de langue picarde. Et donc les régions de langue picarde qui écrivaient en picard, mais où aussi on parlait vraisemblablement, selon toute probabilité, une forme du picard, moi ça m'a bien plu. Je ne vais pas entrer dans les débats politiques, mais la création de la région des Hauts-de-France permettait, je retrouvais l'unité du monde picard qui va de la Beauvaisie jusqu'à la frontière linguistique belge, et en sachant évidemment que le Hainaut belge fait aussi partie de la zone picarde. Alors je me demandais, mais comment ça a résisté? Et c'était l'enquête de ce livre qui m'a amené à découvrir un autre facteur qui pouvait être très très important dans la continuité d'une langue, c'est l'importance des pouvoirs municipaux dans le nord de la France. C'est-à-dire que les villes du nord de la France avaient des chartes de communes qui leur donnaient beaucoup plus d'autonomie qu'un grand nombre de villes françaises. Et donc, je développe la thèse, je l'évoquerai rapidement, peut-être qu'on y reviendra, mais que le picard a persisté, a vécu, s'est épanoui, parce qu'il était porté par les pouvoirs municipaux de toutes les villes qui vont de Beauvais à Amiens, à Arras, à Lille, à Douai, enfin tout le domaine, et même jusqu'à Valenciennes et
le Hainaut. Donc, ce sont les villes qui ont porté cette langue, des villes qui avaient énormément de contacts entre elles, des villes qui partageaient à la fois des intérêts communs, des intérêts économiques communs très proches. C'est des grandes villes, aujourd'hui on dirait, autour de l'industrie du textile, de production de tout ce qu'il faut pour produire des draps, et qui partageaient aussi une culture commune, une culture urbaine commune, et on pense au plan juridique, elles se consultaient beaucoup pour régler des problèmes juridiques. Lorsqu'il y avait des problèmes juridiques complexes, on allait voir dans l'autre ville comment eux réglaient la question. On organisait entre les villes des concours de tir d'arbalète et on organisait aussi autour des puits de rhétorique, qui est une institution typiquement du nord de la France, des concours de poésie. Et au musée d'Amiens, il reste des tableaux illustrant le gagnant d'un concours de poésie. Et si je peux ajouter, à ma grande surprise, donc il y a un univers culturel urbain, typiquement urbain, qui est commun à ces villes du Nord. Et à ma grande surprise, je l'ai encore retrouvé. Si vous allez voir à Paris l'exposition François Ier, les Pays-Bas, on voit, et malgré que c'était la division de territoire de Charles Quint et de François Ier, qui n'étaient pas particulièrement les meilleurs copains du monde, comme toi et moi, là, on voit des artistes d'Anvers qui ont une influence sur des artistes d'Amiens, qui reprennent les traditions anversoises en les exploitant à leur façon. Et je me disais, mais encore au XVIe siècle, ce mouvement culturel, dans cet espace que j'ai exploré dans mon livre, vivait encore au XVIe siècle, mais j'irai jamais plus loin, je suis médiéviste et je ne m'avancerai pas davantage. J'ajouterai juste une dernière chose. Il faut savoir, dès le départ de nos discussions, que l'écriture en français picard était pratiquée sur tout le territoire qu'on appelle aujourd'hui francophone du nord de la France, mais c'était aussi la langue seconde dans le comté de Flandre, dans le Brabant. Lorsque le comte de Flandre, toute l'administration du comte de Flandre, à partir du milieu du XIIIe, se fait en français, mais en français picard. Et donc, il y avait quantité de clercs instruits de langue maternelle néerlandaise, ou flamande, on dirait aujourd'hui, qui savaient très très bien écrire en picard. Et donc, l'ère du picard s'étendait depuis Beauvais au moins jusqu'à Anvers. Alors, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, pourquoi cela s'est produit. Et la clé, me semble, réside beaucoup dans la question de l'histoire urbaine. Merci. Il y avait donc un monde culturel, un monde humain, économique, multidimensionnel, avec cette langue. Oui, oui. C'est une question un petit peu théorique qui se pose souvent. Est-ce que la langue est indépendante de la culture? Alors bien sûr, il y a une marge, mais il y a quand même une base aussi qui fait l'unité de cette région que nous disons aujourd'hui picardophone. Oui. Mais tu as utilisé par exemple l'expression de langue vernaculaire, de langue vulgaire. Comment est-ce qu'on désignait d'une part la langue du royaume et d'autre part la langue de la région? Bon, tu soulèves là une question qui est extrêmement importante parce que on pense tous savoir ce qu'est une langue. Mais dès qu'on commence à travailler sérieusement sur la langue, comme tu l'as fait et que je l'ai fait, on s'aperçoit que c'est une notion extrêmement complexe parce que, par exemple, le français et le chinois sont deux langues, mais le danois et le norvégien sont deux langues, et pourtant il y a intercompréhension. Donc, ce qui fait une langue, c'est à la fois des caractères linguistiques, mais c'est aussi la perception que les gens ont de leur langue et qu'ils disent « c'est ma langue »,
c'est un problème qu'on a bien connu chez nous au Québec, parce que dans les années 70, on se demandait, est-ce qu'au Québec, on parle français ou québécois? On a opté pour dire on parle français, avec toutes les conséquences que ça signifie. Et donc, une langue, c'est à la fois un système linguistique, mais aussi la perception que ses locuteurs en ont et la perception que l'autre a de cette langue. Et dans le cas, et en ce sens-là, ce qui catalyse peut-être la perception, c'est le nom. Quand une langue a un nom, elle commence à avoir une identité. Et donc, pour le français, au fond, si j'avais à choisir un terme plus juste, parce que français introduit beaucoup de confusion au plan historique, si je parlais de la langue romane, utilisée, donc langue venant du latin, utilisée en pays d'Ol, c'est-à-dire dans vraiment toute la moitié nord de la France, ce roman, pendant longtemps, n'a pas de nom, justement, on l'appelle le roman, mais on peut appeler le roman aussi bien le français écrit en Lorraine que le français écrit. Oui, on peut appeler roman de Castille, par exemple. Dans l'histoire, je ne veux pas aller trop loin, mais c'est souvent, on commence par associer roman à un nom géographique, et puis, à certains moments, peut apparaître une désignation propre. Et là, pour le français, on la voit se produire, je dirais, au cours du XIIIe siècle, mais elle devient très claire au XIVe siècle. Français ou François, comme on l'écrit, en vient à désigner strictement la version du français utilisée à Paris, alors que tout le Nord continue à appeler sa langue roman. De sorte que, je cite comme ça à tout hasard, mais dans le cartulaire de la ville de Douai, on explique bien que les textes qu'on a transcrits, les textes qui sont écrits en latin, on les a traduits en roman. Et ça, c'est en plein 14e siècle. Et je n'ai à peu près, il faudrait s'avancer, je crois, fin 15e, début 16e, pour qu'on commence à parler de François ici, dans la région Picarde. Donc, au Moyen-Âge, les gens de l'ère Picarde appellent leur langue le roman. Et ça, il y a des dizaines d'attestations dans les sources, il n'y a aucun doute. Et donc, il y a une opposition, le François, langue de la région parisienne, et évidemment, langue du roi. C'est le type de français qu'utilise l'administration royale. Est-ce qu'il y a un terme qui englobe tout ça? Comme nous disons aujourd'hui la langue de l'île, est-ce qu'il y a un terme qui englobe? À ma connaissance, non. Ce n'est pas gallicus ou lingua gallicana? Ah bon, évidemment. En français, le gallique. Oui. Là, évidemment, tu fais référence à... Il y a peu d'auteurs, mais il y a surtout... Ce qu'il faut dire, c'est que les intellectuels du Moyen-Âge sont beaucoup moins passionnés par les langues que nous. Donc, on aimerait qu'ils nous en aient parlé davantage, on aurait des meilleures sources, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a un grand savant anglais, Roger Bacon, qui a étudié, enseigné à Paris avant de retourner dans sa chère Angleterre, et qui, lui, est un des rares à s'intéresser aux langues. Et là, mais il écrit en latin, et lorsqu'il parle de tout le pays d'Oel, il dit qu'il y a une langue commune, enfin, il y a une langue qui est le gallicus, ou lingua gallicana, qui se partage selon les régions. Et là, il dit le bourguignon, le normand. Pour la région parisienne, il l'appelle le purus gallicus, le pur gallique, et évidemment la Picardie. Et là, il ajoute qui est un langage brut. Alors, et dans la perspective de Bacon, il y a une langue, enfin un fond commun qui est le gallique, ce qui serait la meilleure façon de rendre sa pensée, qui se partage. Et, bon, je ne vais pas aller entrer dans les détails philosophiques, mais il dit qu'il se partage accidentalitaire, c'est-à-dire accidentellement. Donc, c'est une
une distinction superficielle en différents français selon les régions. Mais sinon, c'est à peu près les seules choses qu'on peut citer. Et puis, il y a évidemment le célèbre texte de Dante qui dit il y a trois grandes langues qui viennent du latin, la langue de Si, la langue d'Oc et la langue d'Oël. Et alors, quand donc apparaît le terme Picard et quand est-ce que les Picards prennent conscience, ou quand est-ce que leurs voisins prennent conscience qu'il y a là quelque chose de particulier? Alors, sans doute, la question qui m'a donné le plus de mal, mais un historien aime bien rencontrer des problèmes qu'il ne comprend pas, c'est très très stimulant. Alors, le mot Picard est un mot très 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 complexe dans son histoire, et je ne suis pas certain encore de bien comprendre. Alors, première surprise, si vous voulez, quand j'ai abordé cette question, c'est que les grands toponymes du Nord se retrouvent très souvent dans la guerre des Gaules de Jules César. Il y a des populations gauloises qu'il appelle les Belvaques. C'est évidemment la région de Beauvais. Les Atrabates, c'est l'Artois. Et les Ambiens, c'est la région d'Amiens. Mais César ignore complètement Picardie. Donc, le dossier Antiquité sur la Picardie, il est vide. Alors, ça m'avait déjà intrigué parce que ça ne fonctionne pas comme la toponymie, disons les grands toponymes du Nord. Alors, on a maintenant des bases de données dans lesquelles sont enregistrées des quantités astronomiques de textes latins de la période médiévale. Et donc, j'ai fait une première enquête en lançant Picardus, Picardia, etc. Rien. Et la seule apparition du mot Picard antérieure aux années 1200, c'est un brave Guillaume dit le Picard qui est mort à la croisade vers la fin du XIe siècle. On ne sait rien du personnage et c'est la seule occurrence de Picard que j'ai trouvée. Pour trouver un dossier historique beaucoup plus riche sur Picardie, il faut se déplacer dans l'histoire de l'Université de Paris. Alors, l'Université de Paris était une structure administrative très complexe, et je ne pas si nos universités modernes n'ont rien inventé, et l'harmonie règne aussi bien que dans les universités modernes. Donc, alors, trêve de blague, une des structures importantes, c'était que l'encadrement des étudiants se faisait par une structure qu'on appelait la Nation. Alors, à l'Université de Paris, il existait 4 nations. Alors, la nation anglaise qui regroupait les Anglais, mais aussi les étudiants du monde germanique, la nation normande de Normandie, la nation de France qui regroupait à peu près tous les gens de tous les pays de langue romane, et la nation picarde, qui, elle, regroupait les étudiants de tout le pays picard, mais aussi des pays néerlandophones. Donc c'était une nation bilingue, et probablement, on n'a pas vraiment de bonnes bases statistiques, mais j'hésiterais pas à penser qu'il devait peut-être y avoir 45% de néerlandophones et 55% de francophones, ou peut-être l'inverse, mais on peut vraiment parler d'une nation bilingue au niveau vernaculaire. Alors là, les Picards, on les voit apparaître dans les sources de l'Université de Paris, et la première fois qu'ils apparaissent, c'est comme fauteurs de troubles. 1229, les étudiants vont fêter pas un bistrot, mais dans une taverne, comme on dirait au Moyen-Âge. À la fin, ils contestent le prix que le patron veut leur demander, il en découle une rixe. Et là, le chroniqueur qui raconte, ça a donné lieu à une grève, c'est un événement important dans l'histoire de l'Université de Paris. Le chroniqueur dit que c'était des étudiants picards qui avaient, comme ça, créé des problèmes. La fleur était déjà là. Et il y aurait, je m'en souviens plus, il y a d'autres anecdotes. À Orléans aussi,
chaque fois ça fait souvent quand il y a un problème dans l'université, c'est les Picards qui causent les ennuis. Alors, et là, le mot Picard apparaît en latin dans les sources. C'est vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la nation picarde, et là, elle apparaît souvent dans les sources universitaires. Mais d'où venait ce mot? D'où venait ce mot? Et il y a une clé, c'est le chroniqueur qui rapporte l'événement de 1229 nous dit que ces étudiants qui ont enclenché la Rix, on les appelle vulgaritaires Picardie, des Picards. Et vulgaritaire veut bien dire en langue populaire, en langue vernaculaire. Et en fait, je passe les étapes de la recherche, Picard vient probablement du mot flamand pique, aujourd'hui ça s'écrit P-I-C-K-E. Je connais absolument pas le flamand, mais j'ai beaucoup travaillé avec des bons amis de l'université de Gand qui m'ont guidé pour me procurer ces données. Et donc, c'est la pique, l'instrument guerrier, qui donne aussi pique en français, et qui aurait été latinisé pour former Picardia, Picardus, etc. Et en ajoutant, c'est très important, que le suffixe, aussi bien art en français que ert en flamand, est un suffixe péjoratif. Donc, au total, on en garde l'impression que Picard, c'est le mot en dépréciatif créé en région parisienne pour désigner les gens qui venaient du Nord. Mais le mystère, ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment une désignation qui serait en quelque sorte une vilaine blague a pu être reprise par l'Université de Paris pour en faire un terme tout à fait digne et faire nommer une des structures importantes de l'université. J'avoue que je ne comprends pas encore comment tout ça a pu se passer, mais les faits sont indéniables et il n'y a pas moyen de trouver d'autres voies d'explication. Et donc, Picard, c'est le regard de l'autre sur les gens de votre région. Et eux ne s'appellent pas Picard. On a d'autres exemples en sortant d'Europe, du type bobo. Les bobos au Mali sont nommés comme ça par leurs voisins, parce qu'ils ne savent pas parler la langue, donc on les appelle des bobos. Le mot berbère, ou barbaros en grec, on les nomme comme ça parce qu'ils ne savent même pas parler grec. Hein, bon. Donc on a un procédé qui finalement n'est pas tout à fait invraisemblable. Hein. Et puis il y a une formation qui ressemble aussi, parce que pic plus suffixe ar, le gendre d'Isengrin, ou le fils d'Isengrin, pardon, dans le roman de Renard, s'appelle Pinchard. Hein. Donc Pinché, avec la consonne picarde d'ailleurs. Hein. Bon. Donc tout ça est quand même vraisemblable, mais ce qui est bizarre en même temps, c'est que ce soit devenu officiel et assez rapidement apparemment. Très 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 rapidement. Milieu 13e, c'est fait, il y a une nation picarde, on la voit dans les sources. Et c'est ça que j'arrive pas à expliquer, comment ça a pu se passer. Et à mon avis, je crois avoir écrémé toutes les sources possibles. Et donc, mais ce qui est important de retenir, c'est que Picard, Picardie, c'est le regard des Parisiens sur les gens de la région ici. Des gens qui parlaient mal de toute façon, oui. Hein, on les comprenait difficilement, mais même on ne les comprenait pas du tout s'ils parlaient néerlandais. Non. Hein, autrement dit, la nation picarde, c'est des gens qui sont caractérisés par un langage, et pas seulement par des coups de poing finalement. Hein. Oui. Et alors sur la compréhension,
est-ce qu'on se comprenait entre bourguignons, normands, picards, est-ce qu'on se comprenait oralement, et est-ce que les textes circulaient d'une région à l'autre, ou bien est-ce qu'il y avait un marché fermé dans chaque langue? Bon, je vais d'abord parler de l'oralité, parce que là, c'est un cas où on peut voir un tout petit peu, les sources permettent de lever le voile un peu sur l'oralité, et ensuite, on passera aux questions des textes. Au niveau oral, de façon générale, en Pays d'Oïl, les sources indiquent plutôt intercompréhension que non-compréhension d'une région à l'autre. Mais il faut faire attention, lorsqu'on parle de cette question d'intercompréhension, tout dépend des locuteurs en cause. Le brave paysan qui n'avait jamais quitté son village pouvait parler une forme très accentuée de la langue locale qui était incompréhensible pour quelqu'un qui arrivait depuis 150 km de distance. Mais il y a aussi les gens qui voyagent et on circule beaucoup entre les pays flamands, Picard et Paris à cause du commerce. C'est des régions qui produisaient des produits de luxe, et quand on voulait vendre des produits de luxe, on allait à Paris, c'était le siège de la cour, de la grande noblesse, et donc il y a énormément de circulation. Et puis encore, hier, en venant, je regardais le paysage, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'obstacles géographiques entre la Picardie et Paris, c'est plutôt très plat. Donc, il y a énormément de circulation et il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de circuler, et les gens qui circulent ont l'habitude des façons différentes de parler. Ils peuvent faire, comme j'ai lentement appris à force de venir en France, de lisser un peu l'accent pour être mieux compris. Et donc, l'intercompréhension peut exister entre des gens qui ont l'habitude du voyage et puis ne pas exister entre deux paysans qui ne se sont jamais déplacés. Donc, déjà, il faut vraiment nuancer cette question-là. Mais cela dit, et là je me centre sur le pays Picard, il y a tout d'abord, petite anecdote, pas anecdote, mais un fait très drôle dans les sources. Il y a un encyclopédiste anglais qui s'appelle Thomas Quentin-Pré, un peu à la même époque que Bacon, milieu du XIIIe siècle, qui, dans son encyclopédie, décrit la Picardie, et il répète que c'est des gens qui ont un parler rude. L'encyclopédie a été traduite en français pour Charles V par un certain Corbeschon, dont on ignore à peu près tout. Quand il arrive à traduire qu'ils ont un parler rude, il traduit par « il parle un moult biolangage ». Donc, je crois que ça ajoute à la biographie de Corbeschon. S'il n'était pas Picard, je serais bien surpris de me tromper. Mais le plus bel exemple, c'est une lettre de rémission pour un meurtre qui s'est produit à Paris. Alors, il faut le placer sociologiquement. On est dans une rue visiblement de gros artisans, de gens à l'aise, qu'on appellerait des bourgeois de Paris. Et un voisin vient, qui s'appelle Thomas Châtillon, vient visiter son voisin, et ce voisin a un valet Picard. Et alors, Châtillon commence à se moquer de l'accent Picard du valet. Le valet commence à se moquer, à parler en français parisien, sauf que, à un moment donné, l'un et l'autre ne trouvent plus la blague très drôle, et puis une rixe, et puis le parisien tue le Picard. Et puis, bon, on demande au roi de lui pardonner ce meurtre. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, dans cette histoire, et qui se passe vers 1380, on pourrait préciser la date dans mon livre, ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, on reconnaît tout de suite que la personne est picarde. Et c'est pas surprenant, il y a énormément, quand on regarde des listes de noms de gens à Paris, énormément de gens s'appellent carrément Guillaume le Picard, Jean le Picard, Jean d'Amiens, Guillaume d'Arras. Et il y a eu un mouvement migratoire sans doute assez important entre la Picardie et
enfin entre la zone picarde et Paris, de sorte que pour un Parisien, c'est un accent très familier, comme aujourd'hui, quand un Marseillais vient j'imagine ici, tout de suite on dit « Ah, il est de Marseille ». Et puis, les deux se comprennent. Et ils se comprennent tellement bien qu'ils se moquent et ils finissent par se battre. Il y a peut-être un élément supplémentaire dans l'anecdote, Oui. c'est que la moquerie est réciproque. Oui. Elle n'est pas équilibrée, c'est pas seulement le Parisien qui peut se moquer de l'autre, Oui. elle est réciproque. Oui. Et il y a un certain moment où on voit apparaître une asymétrie, justement. Oui. Des gens qui s'excusent de parler picard. Et encore, j'hésite là parce que je vais changer de source. Tu dois avoir en tête Conon de Béthune. Oui. Il y a une autre. Oui, je pense qu'on peut terminer avec le brave Picard. Mais ce qui est important, c'est l'intercompréhension et la reconnaissance. Et qui nous rappelle bien que le premier signe identitaire d'un être humain, c'est son parler. Dès qu'on ouvre la bouche, on trahit d'où on est. Sauf les gens très très habiles linguistiquement, ce que moi je ne suis pas du tout. Et donc, oui, il y a un autre exemple qui est très souvent cité et que vous pouvez avoir croisé. Et là, on retourne plutôt fin 12e, début 13e. C'est un trouvère du Nord, Conon de Béthune, qui vient chanter ses poèmes à la cour de France. Et la reine lui reproche, et comme il dit, d'utiliser, il dit, ces mots d'Artois. Et ça, c'est intéressant, il ne sait pas comment nommer. Donc, ces mots d'Artois, c'est la région d'où il vient. Puis il dit, je ne peux pas parler comme si j'étais né à Pontoise, c'est-à-dire à côté de Paris. Mais je ne vois pas Conon de Béthune comme se sentant diminué, parce qu'il commence bien par dire « la reine n'est pas courtoise ». Et autrement, il faut savoir que Conon de Béthune est fils de noble. Donc, c'est pas un brave petit garçon qui va à la cour, c'est un noble. Et dire que la reine n'est pas courtoise, en termes modernes, ce serait de dire « mais la reine ne sait pas vivre ». Et il est du même niveau social, il peut se permettre de le dire. Donc, c'est plus le heurt des deux, mais je ne crois pas que Conon de Béthune se soit senti inférieur à utiliser ces mots d'Artois. Et je pense bien aussi que mon brave bourgeois parisien qui s'est moqué du Picard, je crois qu'à Amiens, il se serait montré plus discret. Il est chez lui, entre bourgeois, c'est facile de se moquer d'un autre à ce moment-là. D'autant plus que tu as montré que le français picard est utilisé, par exemple, par les comtes de Hainaut. Or, Conon de Béthune est lié personnellement au comte de Hainaut. Il est curateur d'un établissement de la région d'Arras, de l'abbaye de Saint-Va, je crois, et son frère est un proche de Richard Cœur de Lion. Autrement dit, cette moquerie par rapport au mot d'Artois, c'est une faute diplomatique de premier rang. Quoi. Mais ça, c'est important parce que c'est rarement souligné dans les livres. Toujours on lit cette histoire-là comme le pauvre Picard qui s'est fait rabrouer par la reine. C'est-à-dire que les gens appliquent un schéma d'aujourd'hui, oui. Les complexes d'aujourd'hui, oui. On les applique au XIIe siècle, pas au XIIIe. Et on peut passer maintenant à l'écrit. Ce que j'appelle la rencontre des Français. Donc, là, quand on passe à l'écrit, il n'y a aucun problème d'intercompréhension parce que que les écrits soient picards, anglo-normands, les traits distinctifs sont légers. Et donc, des écrits picards se sont retrouvés en quantité à Paris, adressés à l'administration royale, mais se sont retrouvés en tout aussi grande quantité à Londres, adressés soit aussi à l'administration royale, parce qu'on a beaucoup besoin des privilèges commerciaux. Abbeville, à un moment, obtient un privilège commercial pour commercer avec l'Angleterre,
ils en sont très fiers, ils transcrivent tout de suite, évidemment, dans leur cartulaire. Donc, on adressait des textes en picard aussi bien à l'administration royale et au monde marchand de Londres. Et, il y a tout un échange de documents entre des marchands de Londres et des marchands de l'espace picard, et chacun écrit dans son français, les marchands de Londres en anglo-normand, les picards en picard, et il n'y a aucun problème de compréhension. Ce qui est intéressant au plan linguistique, je vais donner 2 ou 3 exemples. Le premier me vient du cartulaire d'Abbeville, parce que Abbeville, en Ponthieu, vers la fin du XIIIe siècle, le Ponthieu devient un territoire anglais. Édouard Ier en hérite par son mariage avec Éléonore de Castille. Bon, on passe la question féodale. Et ce qui fait que le Ponthieu commence à recevoir énormément de documents écrits en anglo-normand et vice-versa expédie des documents en picard. Et l'exemple qui m'a le plus intéressé, c'est, je me souviens plus, ça devait être un privilège, que Édouard Ier adresse aux habitants d'Abbeville, qui, eux, le transcrivent tout de suite dans leur cartulaire, parce que c'est un document important pour eux. Or, là, on a la chance d'avoir une copie de l'original en anglo-normand et une copie de sa transcription dans le cartulaire, où on voit que le clerc de la ville a complètement biffé tous les traits anglo-normands et les a remplacés systématiquement par des traits picards. Et là, c'est pas du tout une question de traduction, c'est une question, je crois, d'affirmation de l'identité, parce que ce clerc-là nous montre une chose: il connaît parfaitement les règles d'écriture en anglo-normand, et il connaît parfaitement, évidemment, les règles d'écriture en picard, et il peut passer de l'un à l'autre sans difficulté, et évidemment, il comprenait les 2 formes linguistiques, mais il a tenu à le mettre dans son français. On dit que dans les textes picards, ce que tu appelles le français picard, on dit que les marques proprement picardes ne dépassent jamais 25% et ne sont jamais inférieures à 5%. Oui. Donc en gros, la marque picard, c'est entre 5 et 25%. Est-ce que ça correspond à ta lecture des documents originaux? Tout à fait, tout à fait. Et les traits picards ne sont jamais, dans un même document, ne sont jamais utilisés de façon systématique. C'est-à-dire que on peut l'avoir une fois avec le mot, une fois avec le trait picard, une fois sans le trait picard. Et évidemment, ça ne préjuge de rien de l'oralité. Mais quand même, je trouve ça tout à fait frappant, c'est qu'ici, quand on entend les gens parler, effectivement, la marque picarde, on la trouve dans une phrase, on ne la trouve pas dans la phrase suivante. Ça correspond à une pratique qui continue aujourd'hui. C'est variant, c'est mélangé, il y a une grande interpénétration entre les registres, quoi, finalement. C'est une curieuse ressemblance, parce qu'à part ça, il est vrai, comme tu dis, que ce sont des phénomènes bien différents à l'oral et à l'écrit. Peut-être qu'on arrive un petit peu à la fin du temps qui nous est alloué, hein, mais on pourra continuer jusqu'à 9h du soir entre nous, on aura lieu. Je voudrais te poser encore une question. C'est une chose, alors d'abord, nous n'avons pas vraiment laissé la parole à la salle, excusez-nous, mais avouez que quand on écoute Serge Lusignan, c'est quand même une rude tâche d'interrompre ces explications passionnantes. Mais une question qui est souvent posée, c'est, et on me l'a posée encore la semaine dernière, la France a failli par les Picards. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que la France a failli par les Picards? Pour ma part, je réponds toujours avec beaucoup de doutes là-dessus, et je suis curieux de t'entendre. Oui, bon, on va faire un peu d'histoire-fiction maintenant. Ça je suis certain que l'évolution du français et la sélection du français parisien est fortement conditionnée par le choix de cette forme de langue pour les écrits royaux.
mais pas seulement les écrits royaux. Par exemple, la pénétration, j'en ai pas parlé, mais à partir de la fin du XIVe siècle, on commence à voir le français central pénétrer dans les écrits du domaine picard. Et là, c'est strictement lié, non pas au roi de France, mais à la mainmise des ducs de Bourgogne sur la Flandre, l'Artois et éventuellement le Hainaut. Dans le Hainaut, c'est très spectaculaire. Le Hainaut, les comtes de Hainaut utilisent le picard jusque vers les années, je ne me souviens plus, 1420. Et quand le Hainaut devient bourguignon, c'est fini, on passe au français central. Donc, la diffusion du français central, elle est en bonne partie due au roi de France, mais en bonne partie aussi à ces grands barons, ces grandes familles qui sont frères ou cousins de rois. Les ducs de Bourgogne sont les cousins des rois de France, qui, eux, ont beaucoup contribué aussi à l'implantation du français, à la fois du français central, à la fois en pays picard et aussi en pays flamand. Donc, j'ai perdu le fil. Oui, est-ce que... Alors, j'aurais une réponse simple. Si Lille était devenue la capitale, je prends Lille parce que c'est peut-être dans l'histoire la ville la plus forte dans le domaine picard, mais si une ville comme Lille, où culturellement ça aurait été Arras, hein, la grande capitale de la culture picarde littéraire, c'est Arras. Si le roi de France y avait résidé, très certainement que notre français aurait beaucoup de traits qu'on appelle aujourd'hui picard. Et puis, c'est intéressant au plan historique parce que Paris, on la sent devenir capitale seulement à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est longtemps une ville qui n'est pas importante pour l'ensemble de la France. Sur le plan dialectologique, hein, le français, ce n'est pas le français régional de Paris. Il y a une grande zone du français central, mais encore au XXe siècle, on a fait des atlas dialectologiques en relevant des formes dialectales à 20 km de Notre-Dame. Hein. Oui, donc c'est une langue du roi quand même, c'est une langue de l'administration centrale. C'est une langue créée, construite, comme le picard d'ailleurs. Parce que, ça je tiens à le souligner avant qu'on se quitte, il ne faut jamais imaginer que lorsqu'on se met à écrire la langue vernaculaire, qu'on fait une transcription de l'oralité. Bien au contraire, parce que, d'abord, tous ceux qui écrivaient en langue, que ce soit en picard, en parisien, peu importe, en anglo-normand, étaient tous des clercs qui étaient bien formés en latin. Et pour eux, le modèle de la belle langue, c'est le latin. Et donc, le latin informe en quelque sorte le français qu'ils écrivent. Et c'est très clair, par exemple, ça on le voit à partir surtout des sources anglaises. Il y a une lettre malheureuse pour moi en français, c'est le K. Ce serait tellement plus pratique d'avoir un K que notre fameux QU pour marquer le que. Ce serait simple. Et le K existe en picard, il a existé en anglo-normand beaucoup. Mais dès le XIVe siècle, dans les manuels anglais, on dit il ne faut pas écrire K, il faut écrire QU, parce qu'en latin on écrit QU. Et on voit comme ça le latin, puis évidemment on est dans langue romane, donc, et ces clercs-là, parfois, je me demande, moi, s'il y a une frontière dans leur tête entre le latin et le français. En tout cas, elle est très, très poreuse, la frontière. Et donc, pour eux, le modèle de langue écrite, c'est le latin. Et donc, ils vont justifier des orthographes à partir du latin. Une question que j'ai beaucoup étudiée, c'est ce qui s'appelle les consonnes étymologiques. C'est à partir du XIVe siècle qu'on commence à introduire en français des consonnes étymologiques et que c'est à partir de ce moment-là que
temps s'écrit avec un P, 7 avec un P pour rappeler septem, temporis. Et au XIVe siècle, il y en avait une quantité énorme de ces consonnes. Et ça s'est fait en milieu de la chancellerie royale, de gens qui étaient très forts en latin. Et j'ai toujours eu l'impression que quand ils ont commencé à écrire en français, ils se sont dit, et je ne suis pas le seul, Circulini l'a écrit aussi, pour donner aux Français aussi belle allure, enfin, essayer de lui donner, j'imagine dans leur tête, aussi belle allure que le latin, latinisons l'orthographe. Et évidemment, maintenant, c'est la peste en français moderne, toutes ces consonnes qui font encore partie de l'orthographe. Mais, donc, le latin a à la fois un effet uniformisateur sur la langue écrite. Et ça, c'est très, très, très important, et qu'on oublie trop souvent que les auteurs vernaculaires sont des gens profondément bilingues et profondément admiratifs du latin. Eh bien, merci beaucoup, Serge. Moi, je constate aussi que, à propos du Moyen-Âge, à propos de ce domaine picard, ce que tu décris, c'est exactement ce sur quoi travaillent les sociolinguistes d'aujourd'hui dans le monde entier. Le rapport de hiérarchie, de partage, de circulation entre les langues, c'est toute la sociolinguistique qui est là. Et tu n'es pas le possesseur exclusif, mais ton ouvrage est tout à fait marquant. Essai d'histoire sociolinguistique, ça fait 20 ans qu'on est conscient que le Moyen-Âge a beaucoup à nous apprendre concernant la vie des langues en général. Merci beaucoup, Serge, et je crois que nous allons maintenant passer à une partie spectacle pour entendre comment les marionnettes nous parlent aujourd'hui. Et je crois qu'après, on risque de se croiser. Et s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Il y a encore un vieux fond de prof en moi. J'aime bien répondre à des questions. Même si l'autre vieux fond de prof parle tellement qu'il bloque toutes les questions. Jean-Michel, on peut peut-être quand même laisser quelques questions. Ce serait bien quand même qu'il y ait un échange avec la salle s'il y a quelques questions qui peuvent intéresser tout le monde. On a le temps? Je pense que ça serait bien quand même de prendre 10 minutes de questions, oui. Moi, je suis tout à fait disponible. Oui. Ce sera avec plaisir. Oui. Effectivement, je vais parler plus fort. Effectivement, il y a, vous l'avez très bien démontré. On n'entend pas. On va chercher le micro. Merci pour l'excellence de votre causerie. Et pour prolonger ce que vous venez de dire, effectivement, il y a corrélation entre le linguistique et le politique. On l'a vécu en France, et moi je l'ai vécu également au Canada, monsieur. J'ai enseigné le French à Ottawa, dans une école anglophone élémentaire, et puis je me suis heurté dans certaines classes à l'hostilité de certains de mes élèves. Non pas parce que j'étais moi, mais parce que je parlais la langue des vaincus, en l'occurrence les Québécois. Parce qu'à l'époque, les Québécois paraissaient encore comme des vaincus en définitive, par les anglophones. Et c'est grâce au courage de Pierre Elliott Trudeau, si je peux me permettre, et c'est grâce à lui que j'ai pu aller enseigner là-bas, le bilinguisme, dans le cadre du bilinguisme, que j'ai pu enseigner le French. Et j'avais, je vous assure, dans certaines classes, j'avais des classes qui m'étaient hostiles, parce qu'ils considéraient encore, à l'époque, les anglophones, les francophones, comme étant ceux qui avaient été vaincus, c'est tout. Et puis Dieu merci, il y a eu d'autres personnages, je ne donnerai pas leur nom ici, qui ont pu redonner effectivement aux Québécois, à la langue française, aux Québécois, pas dans la langue française, aux Québécois, eh bien, c'est sa fierté, et je pense évidemment à René Lévesque, et je pense évidemment à De Gaulle, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement, en marge de l'excellence de votre propos. Je suis tout à fait d'accord, et j'aime bien votre témoignage. Il y a 30-40 ans,
un anglophone pouvait dire à un francophone chez nous, speak white, parle blanc. Et bon, ce qui, enfin, je ne conteste pas votre témoignage, pas du tout. Ce que j'allais ajouter, c'est tout de même, dans les écoles anglophones et dans les universités, il n'était pas rare qu'on privilégiait un professeur français qui allait enseigner le français avec le bon accent, plutôt qu'un professeur d'origine québécoise. Ça, j'ai plusieurs copains qui sont dans des départements de français de l'université anglophone qui me l'ont raconté assez souvent. Et ça commence à disparaître dans les universités canadiennes. Mais le bon français, c'est quand même celui de Paris. Peut-être d'autres questions? Y a-t-il des traces de Picard dans le parler québécois? Écoutez, là je vais parler comme un locuteur qui réfléchit à sa langue, mais je ne suis pas du tout linguiste de chez nous. Il y aurait, c'est un exemple de mon enfance, un trait, mais qui est partagé avec le pays cauchois, parce qu'il y a quand même une proximité avec le pays cauchois. Et étant donné qu'il y a beaucoup plus d'immigration normande que picarde chez nous, peut-être que ça me vient, mais ma mère me disait, bon, comme tout petit garçon, je grimpais, qu'est-ce que tu fais jouer là? Donc, je pense que je n'ai pas besoin de traduire pour des gens de Picardie. Mais il y a très peu de... Et puis, ça, il y a une chose que, là, je cite un collègue linguiste, quand les Français sont arrivés, ont commencé à s'établir à Québec, à Montréal, le français s'est très, très vite uniformisé. Lui, il interprète, et là c'est vraiment un collègue très spécialiste, je le cite comme vraiment une autorité, et l'interprétation, c'est que les gens venaient de différents coins de France. Si chacun avait parlé son patois local, et c'était une toute petite société, donc lui constate que la langue s'est très vite uniformisée dans la colonie de la Nouvelle-France. Et ce qui est intéressant, on a la même constatation pour les États-Unis. On a des témoignages d'Anglais qui allaient aux États-Unis dans les années 1700 et qui étaient renversés par l'uniformité de l'anglais qu'on y parlait. Et peut-on en faire une règle? Là, j'hésiterais, c'est pas mon métier, mais que des petites sociétés de colonisation, ça pouvait peut-être accélérer l'uniformisation de la langue. Et puis, donc, ça ne favorisait pas beaucoup non plus la conservation de traits régionaux français. Et qui plus est, à ma connaissance, il y a assez peu de gens qui viennent du nord de la France qui ont immigré chez nous. L'immigration chez nous, c'est vraiment les sources, c'est la Normandie jusqu'à la Charente-Maritime. Il n'y a qu'à regarder le bottin téléphonique de Montréal avec tous les noms en EAU qu'on trouve en Anjou, etc. Donc, ce serait mon commentaire sur votre question. Merci beaucoup. Et moi, je peux vous dire, en tout cas, que, bon, c'est vrai que je suis pas du tout, évidemment, je ne parle pas picard, j'ai fait ce travail-là comme historien, mais j'ai eu la surprise hier d'écouter, on est venu écouter deux conteurs raconter des contes en picard, et j'ai été surpris malgré tout, ma femme et moi, on arrivait à peu près à suivre, et il y a quand même quelques phonèmes qui sont communs au français populaire de chez nous. Alors, tout ça ensemble, ça fait qu'on suivait à peu près. Et que si j'y assistais souvent, je deviendrais picardophone comme mon ami Éloi.
Serge, moi j'ai une question à vous poser. C'est Olivier là-bas. Excusez-moi, je vois tellement mal. Vous avez intitulé la causerie « Le rayonnement du français picard à la fin du Moyen-Âge ». Pourquoi ne pas l'avoir intitulé simplement « Le rayonnement du picard à la fin du Moyen-Âge » ? Pourquoi avoir utilisé le mot français picard ? Faute de mieux, j'utilise français parce qu'on ne peut pas dissocier le picard de la langue d'Oïl. Idéalement, j'aurais pu mettre le roman picard, mais là, ça aurait été compris il faut être vraiment au courant des dernières bibliographies. Alors, j'ai quand même préféré dire français picard, en sachant que ça allait heurter certains de mes amis. Je voudrais savoir comment se fait-il que les Québécois aient gardé le vieux français, qui, je pense, datait d'avant la Révolution. Ça n'a pas été l'anglais République, ça n'a pas été le français République. Non. Comment se fait-il que vous avez les Acadiens et les Louisianiens qui, eux, n'ont pas continué de parler le français? Ben, les gens de la Louisiane étaient français. Oui. On parlait doucement des rachats, on leur a donné aux Américains. Les Acadiens, on les a coulés à droite à gauche. Ces gens-là étaient arrivés et parlaient le français des navigateurs. Oui, bon, là je m'avançais sur des terrains que je connais. Pourquoi vous avez continué à parler français et pas eux? Je crois que l'importance de la... D'abord, je corrige, les Acadiens parlent encore beaucoup français. Au Nouveau-Brunswick, il y a quand même l'université de Moncton, qui est une université francophone, avec un accent différent du nôtre. Je crois que c'est une question d'importance de la population, de contrôle économique. Et pour le Québec, c'est certain, on est dans un État fédéral. Le pouvoir du gouvernement québécois est pratiquement aussi important que le gouvernement fédéral. Pour résumer le problème, 55% de mon impôt va au provincial et 45% au fédéral. Donc ça donne bien le poids relatif des deux gouvernements. Donc une bonne autonomie gouvernementale, une population suffisante, scolarisée. Bon, j'ai beaucoup de compatriotes qui sont très pessimistes sur l'avenir du français chez nous. Pour l'instant, je pense que je vais mourir en toute quiétude en sachant que c'est pas demain la veille qu'on va arrêter de parler français chez nous. Et un siècle et demi de lutte quand même. Oui, et un siècle et demi pour regagner... Mais qui est à la fois une reconquête économique et politique. Si jamais, c'est un exercice que j'aimais beaucoup faire avec les étudiants, au centre-ville de Montréal, il y a la plus grande banque canadienne, la Banque Royale, et il y a la liste des employés qui sont morts à la guerre de 14, et je dis toujours aux étudiants, le premier qui me trouve un nom francophone dans la liste, je n'ai pas promis de récompense, mais je savais que je risquais rien. Et l'économie est anglophone. Et ce qui a beaucoup changé, c'est une mainmise d'abord par le biais du gouvernemental, des entreprises publiques, et maintenant il y a un entrepreneuriat d'entreprises et c'est très très important pour une langue. Si on n'a pas d'assises politiques et d'assises économiques, je ne crois pas qu'une langue puisse survivre très facilement. Évidemment, le problème chez nous, c'est que, comme ici et comme partout en Europe, la maîtrise de l'anglais est de plus en plus importante. Mais chez nous, en même temps, c'est la langue menaçante. Tandis que ici, vos garçons, vos filles peuvent apprendre l'anglais, ça ne va pas faire mourir leur français. Et ce qui permet aux Français d'utiliser plus l'anglicisme que certains Québécois. Mais c'est ce que je dirais. On peut passer aux marionnettes, peut-être. On peut passer maintenant au spectacle de marionnettes. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup.
souvenir pour moi. Merci beaucoup.